Bon, d'abord, je remercie beaucoup de m'avoir proposé de donner ce cours. C'est pas ma spécialité, la personnalité, parce qu'en fait, la personnalité, c'est un métier de psychologue, c'est pas un métier de psychiatre. C'est même, j'ai envie de dire, c'est un des cœurs du métier de psychologue, la personnalité. Et donc, c'est quand même, c'est un peu un crime de lèse-majesté. Alors, la personnalité pathologique, bien sûr, ça appartient aux deux. Mais la personnalité normale, c'est un peu un crime de lèse-majesté, que ce soit un psychiatre qui s'en occupe. Mais c'est pas une mauvaise idée parce que, en fait, pour les psychologues, c'est un enjeu identitaire, même de pouvoir au sein de la communauté, comme vous allez voir. Hein. Alors, pour le dire vite, de façon un peu brutale, le sujet de la personnalité normale, c'est un sujet scientifiquement foireux, mais cliniquement indispensable. C'est pour ça qu'il a été très étudié, qu'il est très étudié, et c'est pour ça que c'est une bonne idée que les psychiatres s'intéressent à ce sujet. Alors, il est cliniquement indispensable, en particulier quand on est psychothérapeute. Parce que je crois que, et c'est un peu tabou, c'est pas tellement dit, justement parce que le concept est foireux scientifiquement, du coup c'est pas dit, et en fait je pense que la personnalité a plus d'impact sur la façon dont se déroule une thérapie plutôt que le diagnostic de l'axe 1 du DSM. Voilà, qui compte. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on parle avec nos politiques des thérapies efficaces dans la dépression, en fait, la question est mal posée. Vous voyez, c'est que, en fait, le diagnostic psychiatrique peut déterminer une psychothérapie, mais en général, c'est moyennement le cas. Vous voyez, je suis prudent, je ne dis pas oui ou non, je dis que ça, bien sûr, quelqu'un qui a des attaques de panique, il y a des thérapies pour les attaques de panique, il n'y a pas de problème. Mais le plus souvent, quand même, les situations que gèrent des psychothérapeutes sont au moins autant plus en lien avec la personnalité du patient qu'avec son diagnostic psychiatrique traditionnel. Voilà. Donc, du coup, on est obligé, en fait. Alors, vous me direz, vous n'allez pas être tous psychothérapeutes, encore que officiellement, vous allez l'être. Ça se discute, mais officiellement, vous allez l'être. Et puis, mais c'est quand même bien qu'un psychiatre s'intéresse à la psychothérapie et quelque part s'imprègne de ça, parce que notre métier, que l'on soit pédopsychiatre ou psychiatre d'adulte, de fait relève par certains aspects de la psychothérapie. Alors, on a beaucoup de temps et c'est très bien. Donc, on va pouvoir aller dans les détails et vous allez voir, c'est assez confus, mais c'est très riche. Ça permet de comprendre beaucoup de choses sur le bazar dans lequel on vit et que vous êtes au courant qu'en ce moment, les politiques ne nous aident pas à gérer notre bazar, c'est même plutôt le contraire. Mais de quoi on va comprendre pourquoi il y a ce bazar. Alors, en gros, il y a 3 façons de voir la personnalité que je définis d'abord. Alors, c'est-à-dire c'est un symptôme. C'est pas si simple que ça à définir, ce que c'est qu'une personnalité, mais même de l'aveu même des psychologues. Hein. En gros, c'est ce qui nous différencie les uns des autres en tant qu'humains, mais ça c'est flou, parce on est petit, on est grand, on est un homme, on est une femme, et c'est pas de la personnalité. Donc, alors, il y en a qui disent c'est ce qui nous permet de prédire ce que l'on va faire. Vous voyez, la personnalité, c'est ce qui permet de prédire ce qu'un être humain fait en général. Oui, mais on va voir qu'en fait, il y a plein de choses qui permettent de prédire ce qu'un être humain va faire en général, et en fait, ça ne relève pas. Je prends le QI, par exemple. Le QI permet de prédire dans une certaine mesure ce qu'un être humain va faire face à une situation donnée. Est-ce que le QI appartient à la personnalité? En principe, non, mais on va voir que pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais enfin, en principe, non. Alors, donc ils disent, c'est ce qui fait que nous nous différencions les uns des autres, et comme c'est ce qui nous permet de dire en quoi nous sommes différents, du coup, c'est ce qui permet de définir la nature humaine. Alors, vous voyez l'ambition colossale. Alors, d'ailleurs, c'est très drôle. Il y a un Handbook of Personality qui est sorti il y a 2 ans, qui fait 900 pages,
Il coûte 50 € en e-book sur Amazon. Il est en anglais. Il fait vraiment le tour de la question. Alors, c'est personnalité normale, hein, c'est pas pathologique. Il commence par dire ça, la définition, et il finit par dire, oui, pendant longtemps, quand même, on a dit que trouver la nature le fondement de la nature humaine, c'était un peu ambitieux et que c'était pas très scientifique, mais en fait, on est revenu là-dessus, et finalement, on va faire ça, parce que finalement, c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez déjà, quand un concept sur lequel on travaille n'est pas très bien défini et aussi large que ça va être très difficile de faire de la science solide avec. Et vous allez le voir, il y a des milliers de travaux scientifiques sur la personnalité, et vous allez voir que c'est pas simple d'en faire le tour et d'essayer d'en tirer quelque chose. Alors néanmoins, on peut aborder la question de la personnalité sous 3 angles. Le premier, on va l'appeler métaphysique, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est-à-dire il y a une tradition historique de ce que c'est qu'une personnalité, depuis Hippocrate et même avant, mais c'est métaphysique parce que ça repose sur des bases, on va voir, sur des idées qui sont postulées comme ça, sur ce que sont les humains, voilà, comme faisaient les Grecs avant et ce qu'on a fait après. Après, il y a la personnalité vue sous l'angle des cliniciens. Donc effectivement, comme je vous le disais, les thérapeutes sont avec des patients et ils voient que, en fait, il y a des patients qui sont différents les uns des autres au-delà du trouble qu'ils ont, et cette différence fait que dans l'alliance thérapeutique qu'on peut nouer, dans la façon de gérer la thérapie, ça ne va pas être pareil. Et donc les cliniciens, mais eux, c'est très concret, ils s'intéressent à la personnalité au sens où ça va les aider pour faire leur thérapie. Et on va voir que c'est moyennement scientifique, leur truc. Et d'ailleurs, en fait, ils ne revendiquent pas que ça soit scientifique, ils revendiquent que ça soit utile pour le soin. Et du coup, ça va vous faire réfléchir aussi, ça va nous faire réfléchir aussi sur le fait que ce qui est utile pour le soin doit être scientifique, mais en fait ne l'est pas forcément toujours parce que ça n'est pas tellement possible tout le temps. Et puis vous avez bien sûr la personnalité vue sous l'angle scientifique, puisque comme je vous le disais, il y a des milliers d'études qui s'intéressent à la personnalité. Alors, on va commencer par le point de vue historique, l'approche métaphysique, c'est amusant, mais c'est pas inintéressant. Après, on fera le point de vue scientifique, et après, on conclura par le point de vue clinique. Alors, le point de vue métaphysique, alors déjà, les psychologues disent que la notion de personnalité, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est à partir de la modernité, c'est-à-dire à partir de, au moins, enfin le plus ancien, c'est la Renaissance. Avant la Renaissance, le concept de personnalité n'existe pas tellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait qu'un homme puisse être en substance différent de notre être humain, en fait, c'est pas le problème. Le problème, vous savez, chez les Grecs, le problème, c'est que l'homme est dans la société. C'est ça qui compte. Le fait qu'il soit un sujet pensant, vous savez que la notion de conscience n'existe qu'à partir du XVIIe siècle. Avant, la notion de conscience n'existe pas. C'est Locke qui invente le mot conscience. Même chez les Grecs, il n'y a pas de notion de conscience, et de la même façon, il n'y a pas de notion de personnalité, parce que le soi, en fait, est un truc qui n'a pas tellement de sens anthropologiquement. Alors, néanmoins, avant, on n'a pas des personnalités, mais on a des choses qui s'en rapprochent un peu. Et c'est intéressant. C'est bon, vous m'entendez? Et c'est en lien avec le soin. Et on est bien obligé de parler d'Hippocrate, de la théorie des humeurs, avec des gens qui sont sanguins, qui sont mélancoliques, qui sont bilieux et qui sont flegmatiques. Vous voyez déjà, c'est un embryon sanguin, on dit, hein, on peut dire dans la vie, nous, 2500 ans après, on peut dire de quelqu'un qu'il est sanguin, c'est-à-dire il s'emporte, il est coléreux, il a une petite dysrégulation émotionnelle, comme on dirait dans notre jargon. Hein. C'est, voilà, et alors, le mélancolique, alors, on a ça aussi, alors bien sûr, ça a une autre signification pour nous, mais vous savez, le mélancolique poétique, c'est quelqu'un qui est sombre, qui porte le fardeau de l'existence sur ses épaules et qui, sans arrêt, rumine, etc. Voilà. Alors, le bilieux, lui, il est violent, hein, il s'emporte, il est impulsif. Voilà. Et puis, le flegmatique,
Donc, à l'époque, on pensait qu'il y avait une communication entre le cerveau et les fosses nasales, et que quand on coulait du nez parce qu'on était enrhumé, c'était le cerveau qui coulait. Et donc, quand on est enrhumé, on est un peu embrumé. Et donc, le cerveau coulé, on disait, il est phlegmatique. Le phlegmatique, c'est celui qui est un peu raplapla, calme, passif, etc. Donc, voilà, c'était des profils de personnalité. Et donc, on va voir que, en fait, les approches scientifiques de la personnalité retrouvent quelques aspects des humeurs hippocratiques qui étaient complètement imaginées. Alors, notamment le lien entre le flegme et la personnalité phlegmatique, enfin, n'a aucun sens. Là, et vous savez que la bile noire, on ne sait toujours pas ce que c'est. La bile jaune, c'est la bile du foie, mais la bile noire, on ne sait pas si c'était la rate, le sang dans la rate qui est très noir, ou si c'était les médulos surrénales qui, il paraît que chez les cadavres, ont aussi une couleur noire. Voilà. Donc, en tout cas, c'est complètement métaphysique, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'inventé. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, à partir du XVIIe siècle, ça arrive. Alors, je reprends Locke, auteur incontournable, et qui a quelque chose, je trouve, un trait de génie. Il dit, c'est vrai que tous les philosophes sont pas pareils, tous les savants sont pas pareils, et d'ailleurs, ils ont du mal à communiquer entre eux, parfois, ils se disputent. Il y en a qui sont empiristes, il y en a qui sont rationalistes, c'est-à-dire, il y en a qui aiment les théories, sophistiquées, mais que ça soit appliqué, c'est pas tellement le truc. Et puis, il y en a, eux, il faut que tout soit concret. Et puis, les grandes théories, c'est pas leur problème. Vous voyez, c'est quand même fantastique parce que c'était il y a plusieurs centaines d'années et je trouve qu'aujourd'hui, alors on va dire les physiciens théoriciens, les physiciens appliqués, vous savez, qui ont du mal à se supporter parfois. Un physicien théoricien faire des expériences, c'est quand même terriblement, c'est un peu dégradant, alors que le physicien appliqué considère que lui, c'est lui qui est au cœur de la physique, parce que la physique, c'est des expériences. Mais en psychiatrie, on a la même chose, hein. On a des collègues qui aiment beaucoup les grandes théories, que ce soit la dopamine ou la forclusion du nom du père. Et puis on en a qui disent, non mais tout ça c'est des conneries, en fait nos patients ils sont compliqués, on n'y comprend rien, et donc il faudrait quand même commencer par savoir comment on s'en occupe. Et tous ces gens-là se disputent. Hein. Et en fait, peut-être que ça vient de traits de personnalité qui sont différents. On va le voir tout à l'heure. Il y a des petits travaux qui retrouvent ça. C'est amusant. Alors, après, on pourrait parler de Jung, Carl Gustav Jung, etc., qui était un peu branché spiritualité, mysticisme, etc., et qui avait une certaine vision, qui a fait une typologie assez mystico-spirituel des humains qui a été défendu. Donc tout ça est intéressant à lire par curiosité. Je ne pense pas que ça puisse faire beaucoup plus que vous, pour vous. Alors après, naturellement, le cœur du sujet, c'est la personnalité vue sous l'angle scientifique. Alors là, il y a un corpus psychologique historique qui est colossalement fort, c'est celui de la psychologie différentielle. C'est une sous-branche de la psychologie qui est destinée à étudier les différences entre les catégories d'humains, historiquement beaucoup entre les filles et les garçons, ça a beaucoup excité les psychologues, mais aussi entre les jeunes, les vieux, etc., les riches, les pauvres, etc., etc., etc. Donc la psychologie différentielle est faite historiquement aussi avec des questionnaires. Vous savez, ces questionnaires, il y a des centaines de questions, on coche des cases, et puis après on regarde si les filles répondent différemment des garçons, si les Asiatiques répondent de façon différemment des Occidentaux, etc. Alors, il y a d'abord il y a eu une volonté scientifique de se demander comment on peut aborder ce problème de la personnalité. Et alors, ils sont partis de la base, ils ont fait un truc bottom-up et pas du tout comme le faisait Hippocrate et tout ça, où il y avait des postulats. Ils sont vraiment portés de la base, c'est-à-dire que quand nous, humains, nous nous décrivons, comment nous faisons avec nos mots. Et donc, ils ont pris le dictionnaire anglais,
et ils ont regardé tous les mots qui sont utilisés pour décrire un être humain. Grand, petit, etc., coléreux, pas coléreux. Et ils ont vu qu'il y avait des jugements de valeur. Il est fort, il est beau, etc. Ils ont dit, bon, mais c'est pas ce qu'on veut mesurer. Il y a des caractéristiques physiques. C'est pas non plus ce que l'on veut mesurer. Il y a des états temporels, c'est-à-dire en ce moment j'ai peur. En ce moment, vous êtes fatigué. En ce moment, vous attendez le week-end, enfin, etc. Mais c'est pas de la personnalité non plus. Ben, ce qui reste, en fait, on va appeler ça des traits de personnalité. Et donc, ils ont sélectionné les mots qui restaient. Et puis, donc, ils en ont eu 5000. Et ces mots, bien sûr, il y a des synonymes. Ils les ont regroupés par paquets de mots synonymiques. Ils sont arrivés, alors, à l'époque, à 35. Récemment, ils ont fait plus de paquets. Alors, je dis pourquoi, parce qu'après, ils ont fait de l'analyse factorielle, c'est-à-dire ils ont fait des statistiques. Et là, on est au milieu du XXe siècle. Donc, au milieu du XXe siècle, quand vous faites des statistiques, c'est à la main. Et donc, du coup, ils ne pouvaient pas faire une analyse factorielle avec 150 variables. C'était juste pas possible. Donc, ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient. C'était avec 35 variables. Donc, l'analyse factorielle, c'est une méthode statistique qui est utilisée pour les tests de QI. Vous voyez, pour tous les tests, l'échelle de Hamilton, la MADRS, enfin toutes les échelles d'évaluation en psychiatrie, pour montrer qu'elles évaluent quelque chose de consistant, on fait une analyse factorielle. C'est ça qui justifie le fait qu'on a le droit de faire la somme des items d'une échelle, c'est l'analyse factorielle. C'est l'outil statistique du psychométricien. Et donc l'analyse factorielle permet de savoir, quand vous avez un groupe de caractéristiques d'un sujet, s'il y a plusieurs paquets dedans ou s'il n'y en a qu'un. Par exemple, le QI, il n'y en a pas qu'un. Et le nombre, c'est pas clair. Savoir combien il y a de facteurs sous-jacents, c'est pas évident. Et avec le QI, c'est vraiment pas évident. Et avec la personnalité, eh ben, ça, on pourrait pas. Alors, ça n'a pas été aussi évident. Hein, il y a eu des solutions différentes, etc. Mais avec le temps, il y a eu plein d'études faites dans des langues différentes, avec des échantillons différents, etc., etc. Et on arrivait à 5 facteurs de personnalité. On les appelle les Big Five. Voilà. Donc les Big Five, c'est le cœur de la personnalité scientifique évaluée par les psychologues différentiels. Alors, quels sont? Alors, c'est Océan, l'acronyme qui permet de se souvenir de ces 5 dimensions. O, c'est l'ouverture. Donc, c'est des gens qui aiment la nouveauté, qui aiment l'aventure, qui aiment les arts, les trucs bizarres, voilà, qui sont pas, voilà, qui sont ouverts à quelque chose de nouveau. C'est la conscienciosité, être discipliné, être organisé. E, c'est l'extraversion, c'est être énergique, aimer la compagnie des autres. Alors, vous voyez déjà. Alors ça, les statistiques disent que ce sont 5 dimensions issues de l'analyse factorielle. Donc ça veut dire que ce sont des ensembles cohérents de caractéristiques. Et donc ça veut dire que être énergique, ça se retrouve souvent avec aimer la compagnie des autres. Donc statistiquement c'est vrai, mais vous serez d'accord avec moi, il y a des gens énergiques qui n'aiment pas la compagnie des autres, il y a des gens qui aiment la compagnie des autres qui n'aiment pas, qui ne sont pas forcément énergiques. Donc les Big Five, c'est vraiment le gros du surnageant de la personnalité. Après, vous pouvez avoir plein de facettes dedans. Et d'ailleurs, dans le NeoPI 3, qui est le questionnaire des Big Five le plus classique, il y a des dizaines de facettes derrière les 5 composantes. Mais je continue. L'agréabilité, c'est-à-dire c'est des gens qui sont aimables, qui sont compatissants, qui sont coopératifs. Et vous avez le névroticisme. C'est toujours appelé comme ça. C'est alors des gens qui ont tendance à voir les verres à moitié vides plutôt que les verres à moitié pleins. Les gens qui sont vulnérables par rapport aux autres, qui ont une instabilité émotionnelle, qui globalement sont un peu envahis d'émotions désagréables. Voilà. Donc, je répète, ouverture, conscienciosité, extraversion, agréabilité, névroticisme. C'est ça qui, avec peu de mots, est susceptible de décrire ce que serait la personnalité des humains. Personnalité au sens où c'est la synthèse de tout le vocabulaire utilisé pour décrire un être humain
au sens de ce qu'il est dans sa vie, dans ses relations avec autrui et dans ses relations avec lui-même et dans ce qu'il expérimente de la vie et qui est stable au cours du temps. Alors, ces 5 facteurs sont assez utilisés en psychologie du travail pour sélectionner des individus qui postulent à un emploi. C'est que vous comprendrez que pour être soignant, l'agréabilité, c'est pas mal. Être compatissant, être aimable, etc. Que pour être comptable, la conscienciosité, c'est pas mal non plus. Être rigoureux, consciencieux, etc. Et pour être agent immobilier, peut-être que l'extraversion, c'est quelque chose qui sera... En tout cas, c'est ce que les gens pensent, et c'est ce que font les gens quand ils sélectionnent. Donc, quand vous avez comme ça, en psychologie du travail, que vous devez recruter 30 agents immobiliers... vous faites passer le NeoPI 3 et puis ça coûte rien, les gens le font et puis ça vous permet d'avoir un premier tri et puis après vous pouvez faire les entretiens. Alors moi je vous engage à faire ça, on peut passer les Big Five sur internet, c'est amusant. Et le premier truc bien sûr qu'on voit, c'est qu'en fait c'est pas honnête quoi. C'est-à-dire qu'il y a de la désirabilité sociale quasiment dans toutes les questions. Et donc alors, nous, on peut le faire en essayant d'être honnête avec soi-même, mais les gens qui recherchent un emploi, ça saute aux yeux, qui vont répondre n'importe quoi. Alors, néanmoins, il y a des items qui permettent de déceler les gens qui racontent n'importe quoi. Ça marche moyen. Mais vous imaginez les millions de dollars qu'il y a eu pour travailler sur ces trucs tellement que c'est utilisé. Voilà, alors ça c'est le cœur de la personnalité normale évaluée par la psychologie différentielle. À ma connaissance, c'est pas utilisé en clinique. Mais pour votre culture, c'est quand même pas mal de savoir que ça existe. Alors il y a une quantité de travaux pour essayer de valider ça qui est colossale. Alors est-ce que c'est stable d'une langue à l'autre? Plutôt. Il paraît qu'en hongrois, ça marche pas trop. Vous savez, le hongrois est une langue non indo-européenne. Et que du coup, mais quand même, on a même fait des recherches de personnalité chez des animaux, chez des primates. Et quelque part, il y a de l'éthologie à personnalité des animaux, même des oiseaux. Les oiseaux ont des profils de personnalité différents. Et que quelque part, on retrouve à la louche des choses un peu comme ça. Alors, un truc qui est très important pour les psychologues, c'est est-ce que ça prédit un comportement? C'est-à-dire, est-ce que quand vous remplissez votre questionnaire de personnalité, est-ce que ça prédit ce que vous faites dans la vie? Puisqu'en fait, c'était ça la personnalité, c'est être capable de prédire ce que les gens font. Ça marche un peu, mais pas beaucoup. Et on verra tout à l'heure que c'est pour ça que la personnalité des cliniciens, c'est pas la même que la personnalité des scientifiques. Ça marche un peu, donc ça peut être utilisé en psychologie du travail, mais c'est pas terrible. Alors la biologie, il y a eu plein d'études d'accord entre des vrais jumeaux et des faux jumeaux, de biologie moléculaire, d'IRM fonctionnel, etc., etc., etc. Il y a des trucs. Il y a de la génétique. Il y a plus de correspondance entre les vrais jumeaux qu'entre les faux jumeaux sur les traits sur les Big Five, c'est incontestable. Alors, il y a, vous savez, dans les études de jumeaux, il y a l'héritabilité et il y a le pourcentage de variance lié à l'environnement partagé et le pourcentage de variance lié à l'environnement individuel. Curieusement, c'est avec les jumeaux, vous voyez, les vrais jumeaux ont 100% des gènes en commun, les faux 50%. En principe, ils ont le même environnement partagé, pareil, ce qui est faux. Les vrais jumeaux n'ont pas le même environnement partagé que les faux jumeaux. On n'élève pas des vrais jumeaux de la même façon que des faux jumeaux. Ça aussi, c'est hyper documenté. Du coup, faites gaffe aux études d'héritabilité qui viennent des études de jumeaux. Ça dit un ordre de grandeur. Et il y a une hypothèse additive, c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que les gènes et l'environnement s'ajoutent. Il n'y a pas d'interaction. Ce qui est en général faux aussi. Mais à la louche, ça donne des idées. Et donc ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'héritabilité liée à l'environnement partagé. Et les psychologues se demandent pourquoi. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire que la façon dont on élève nos enfants ne joue pas tellement sur leur personnalité. Ce qui me choque, en tant que pédopsychiatre, ça me choque beaucoup. Mais bon, c'est un résultat. Discuter abondamment, sans réponse claire. Bon, c'est pas un problème pour nous, mais voilà. Alors, comme on s'est rendu compte qu'il y avait une héritabilité génétique qui est incontestable, qui est modeste, mais qui est incontestable, les gens ont essayé
de faire des questionnaires comme les Big Five, mais en mettant des traits de personnalité dont certains seraient le tempérament, c'est-à-dire une personnalité vraiment avec un cœur biologique, et d'autres dimensions qui seraient des dimensions de caractère, c'est-à-dire qui ne sont pas héritées génétiquement. Ça a été la fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle, donc après les Big Five. Et donc on a eu le TCI de Cloninger, Temperament and Character Inventory, avec le tempérament, avec 3 dimensions, alors 4, au début il y en avait 3, après il y en a eu 4, mais la 4e je ne l'aime pas tellement, c'est Novelty Seeking, alors recherche de nouveautés, évitement du danger et dépendance à la récompense. Alors recherche de nouveautés, vous voyez, hein, les gens qui sans arrêt recherchent des sensations, des nouveautés, etc. Alors ça aurait à voir avec la dopamine. C'est le postulat de Cloninger, basé sur des études, sur des modèles animaux, sur de l'épidémiologie génétique, etc., etc. Harm avoidance, c'est évitement du danger. Les gens qui sans arrêt, vous voyez, oh non, non, moi je ne vais pas faire ça, c'est dangereux, etc. C'est la sérotonine. C'est, vous voyez, le fait que le danger est partout. Et donc, quelque part, c'est une vulnérabilité anxio-dépressive. Et en fait, on retrouve un peu le névroticisme de tout à l'heure. Hein. Et comme le novelty seeking, eh ben, on avait l'ouverture qui n'était pas très loin. Vous voyez, hein. Donc on réinvente jamais l'eau chaude. Et reward dependence, c'est dépendance à la récompense, c'est des gens sans arrêt qui cherchent le fait qu'on leur dit que c'est bien, qu'ils ont des bonnes notes, qu'ils ont une médaille, etc. Et ça serait lié à la noradrénaline. Et puis il rajoute la persistance, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'avancer sans arrêt de bosser longtemps, de préparer le concours de PACES et l'examen classeur national. Voilà, c'est un marathon, il faut faire ça pendant une année, il faut être persistant. Oui, en fait, et le caractère, il y aurait l'autodétermination. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, c'est moi qui suis autonome dans ma vie, c'est moi qui décide de ce que je fais. L'aptitude à la coopération et la transcendance. Alors ça a beaucoup gêné les Français, c'est-à-dire l'attrait pour la spiritualité et les formes supérieures de l'existence, etc. Alors, en fait, ça a fait un peu un flop, c'est-à-dire que, alors M. Cloninger qui a fait ça a eu des problèmes un peu juridiques, il avait fait des trucs pas très clean dans sa vie, donc ça a jeté un peu le doute sur ses travaux. En plus, on s'est rendu compte que le tempérament, oui, il y a peut-être plus d'héritabilité génétique que les Big Five, mais pas tant que ça en plus, pas tant que ça. Donc en fait, et aujourd'hui, donc j'ai envie de dire 20 ans après le TCI, bof, il existe toujours, on en parle toujours, mais c'est les Big Five qui ont gagné. C'est les Big Five qui ont gagné. Alors, il faut savoir que Cloninger était psychiatre. Donc, vous voyez, c'était une espèce d'OPA de la psychiatrie sur la personnalité. On y mettait de la neurobiologie et tout ça. Donc, on biologisait, on voulait rendre ça un peu plus scientifique et biologique. Ça a été un peu un flop quand même. Les psychologues ont ramassé la mise. Et ça vient en partie du fait que on a du mal avec la personnalité en psychiatrie. D'ailleurs, dans les classifications, dans le DSM et tout ça, ils sont pas à l'aise avec la personnalité. Et donc, et à tort, d'ailleurs c'est très bien que vous ayez ce séminaire là-dessus, à tort encore une fois, parce que quand on fait des thérapies, la question se pose. Alors, voilà. Là, on est dans le cœur de la personnalité scientifique des psychologues historiques. Alors après, il y a eu des gens qui ont dit « Ok, mais quand même, la personnalité, ça fricote avec la maladie psychiatrique. » Et il y a des patients psychiatriques qui ont des personnalités un petit peu colorées. Et donc, on va développer des instruments pour s'intéresser à ça. Alors, ça a été fait un peu sur la même base. Donc, on va prendre des qualificatifs, des adjectifs qui décrivent les gens. Mais là, on va chercher les qualificatifs qui discriminent le mieux des déprimés de non-déprimés, d'anxieux de non-anxieux, de schizophrènes de non-schizophrènes, etc., etc., de parano de non-parano, vous voyez. Et là, on a eu... Alors, les Big Five, comme je l'ai dit, c'est le NeoPI 3, qui est l'instrument le plus utilisé, qui est payant.
La personnalité vue, développée, alors qui est toujours de la psychologie différentielle, mais qui est colorée par de la psychopathologie, c'est le MMPI. Massachusetts, enfin, le Mass Multiphasic Personality Inventory. Alors, il y a des échelles qui sont, alors, vous allez rire, c'est historique, hein. C'est pas tellement utilisé, c'est un peu utilisé, pas tellement utilisé, mais ça fait réfléchir. Donc, historiquement, il y avait l'hypocondrie. Alors oui, quand même, c'est intéressant parce qu'ils ont essayé de trouver des mots qui différenciaient malade de non-malade, mais après, ils ont fait une analyse factorielle. C'est-à-dire qu'après, ils n'ont pas fait confiance aux maladies des psychiatres, parce que ce sont des psychologues, donc ils ne font pas confiance à nos maladies. Nos maladies, c'est nous qui les fabriquons. Puis maintenant, ce sont nos patients qui les fabriquent. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, nos maladies, enfin, même si le DSM essaie de faire des maladies scientifiquement étayées, ce qui ne marche pas trop, nos maladies sont historiques. La dépression, c'est un concept historique. Hein. D'ailleurs, les maladies en médecine, c'est ça. Le psoriasis, c'est une maladie, c'est historique, c'est écrit depuis des siècles. Et donc, pour les psychologues, c'est pas sérieux. Donc, du coup, ils prennent nos maladies, ils discriminent les mots, et après, ils font l'analyse factorielle pour voir s'il y a des dimensions de pathologie qui existeraient à partir du vocabulaire qui discrimine des patients. Et ça, c'est intéressant pour nous. Vous voyez, de voir finalement qu'est-ce qui émerge. Et donc l'hypocondrie, la dépression, l'hystérie, la psychopathie, hommes et femmes. Alors je me demande d'où ça sort, ça. Ils ont fait une échelle qui discrimine les hommes des femmes. Bon, c'est très vieux ce truc-là. Aujourd'hui, ça fait sourire. Encore que, on pourrait faire un instrument qui discrimine les hommes des femmes. Je pense que. Mais bon. La paranoïa, alors ça c'est drôle, c'est qu'en fait, la plupart des instruments mettent toujours la paranoïa, alors que vous savez que c'est une maladie orpheline en psychiatrie. Hein. Vous verrez déjà, enfin, la paranoïa c'est quoi? La schizophrénie, c'est une grande maladie. Le trouble bipolaire, c'est une grande maladie. La paranoïa, c'est un truc... est-ce que c'est vraiment une maladie différente de la schizophrénie? Non, enfin, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux de neurobiologie? Il y en a, hein, mais c'est vraiment une maladie orpheline en psychiatrie. Eh bien, elle sort toujours parce qu'en fait, ça capte les idées de persécution. Or, il y a plein de gens qui ont des traits persécutifs, qui ne sont pas franchement parano, mais ils ont des traits persécutifs. Et vous voyez comme les instruments de mesure de la personnalité. Alors, surtout en gérontopsychiatrie. Quand vous regardez l'épidémiologie des troubles psychiatriques du sujet âgé, il y a des taux, en épidémiologie, il y a des taux de psychose monstrueux. Et donc, au début, je ne comprenais pas. Après 70 ans, c'est quand même pas fréquent. Enfin, on n'a pas dans notre nosographie des maladies psychiatriques qui toucheraient 10% de la population subitement après 70 ans. En fait, c'est que avec la détérioration cognitive, vous avez plein de sujets âgés qui sont persécutés et qui sont subdélirants. Et donc, dans les enquêtes, ils cotent comme troubles psychotiques paranoïaques. Donc, paranoïaque, psychastène. Alors ça, vous savez ce que c'est la psychasthénie? Janet, c'est un truc historique dont jamais vous avez fait un diagnostic de psychasthénie. C'est des gens qui procrastinent, qui doutent, vous voyez, qui sont là sans arrêt. Donc c'est pas vraiment de la dépression, c'est pas vraiment un TOC, c'est un truc qui sont clinophiles, vous voyez, qui sont envahis par le doute. Bon, ça ressemble à... Ça a eu un succès, mais on les trouve dans les questionnaires. Hypomane et introverti. Alors, introverti, on le garde sous le coude. On le garde sous le coude, mais je fais du teasing. C'est que aujourd'hui, vous voyez, j'ai posé la question au camarade Mario Speranza, que vous aurez comme enseignant, qui est un spécialiste mondial de la personnalité borderline et des troubles de la personnalité en général. J'ai dit, écoute, aujourd'hui, avec la notion de trouble du spectre de l'autisme, est-ce qu'en fait, la majorité de nos patients autistes, c'est pas un trouble de la personnalité? C'est même une personnalité, en fait. On va revenir dessus abondamment. Hein. Alors il me dit, oh ben non, mais pourquoi?
voir pourquoi, on va voir tout à l'heure. Hein. Mais je pense que dans introversion, en fait, on capte ça. On capte des gens qui qui à l'époque, on n'aurait jamais dit qu'ils étaient autistes, mais aujourd'hui qu'on a un spectre, ben on capte la partie extrême du spectre TSA. Voilà, alors, donc ça faisait pas très sérieux, ça faisait pas très sérieux, et donc les psychologues ont refait des analyses factorielles en essayant au maximum de se soustraire de la psychopathologie pour essayer de trouver des dimensions de personnalité qui seraient en lien avec la psychopathologie, mais qui seraient au maximum éloignées de la psychiatrie. Alors là, plus récemment, ils ont proposé de nouvelles dimensions à partir du même instrument. C'est le même instrument, mais qui est redessiné différemment. C'est exactement ce qui s'est passé avec le QI. Vous savez, avant, on avait le QI verbal et performance. Et puis, avec la dernière version du WIS, qu'on a, mémoire de travail, enfin, on a des trucs cognitifs. Ils ont redéfini les dimensions de QI. Sans base psychométrique solide. Hein. C'est juste une prise de position théorique. En fait, c'est une OPA des sciences cognitives sur le QI. Parce que le QI, à l'origine, était complètement indépendant des sciences cognitives. Hein. C'était une analyse factorielle des preuves qui sont réalisées à l'origine sur des enfants et après sur des adultes. Donc c'était purement data-driven. Alors que maintenant, les QI sont théorie-driven. Les deux ont leur intérêt. Hein. Les deux ont leur intérêt. Alors, démoralisation. Oui, c'est intéressant. Démoralisation. Plainte somatique. Et vous voyez, c'est quelque chose qu'on voit pas assez, nous. Comme dans notre identité de psychiatre, on s'autonomise par rapport aux pathologies somatiques, eh ben, on ne voit pas assez les plaintes somatiques de nos patients. Pour nous, c'est un truc, c'est en dehors, parce que c'est somatique, vous voyez. Hein. Et ça, c'est l'analyse factorielle nous dit que nos patients ont des plaintes somatiques, et c'est une dimension à part entière. Faible niveau émotionnel, c'est-à-dire l'anédonie. Ah oui, l'anédonie est une dimension importante. Ça doit venir du... Oui, alors... et là, comme vous le savez, l'anédonie qui, avant, n'existait pas tellement dans la dépression, hein, c'était vu plutôt comme la maladie de la tristesse, etc. Et on s'est rendu compte que l'anédonie, en fait, c'est un des deux items majeurs dans le DSM pour faire un diagnostic de dépression. D'ailleurs, l'anédonie n'est pas dans l'échelle de Hamilton. C'est quand même l'échelle de dépression la plus utilisée dans les essais randomisés. Si je me souviens bien, il n'y a pas l'anédonie dedans, parce qu'elle a été faite en 1950-60. Le cynisme, extraordinaire, le cynisme. Antisocial, être persécuté, vous voyez, on retrouve ça. L'idée de persécution, c'est en fait un élément de la psychopathologie qui est important. Et avoir des émotions dysfonctionnelles, c'est-à-dire en gros, être anxio-dépressif de façon... pendant un temps, il y avait une personnalité dépressive. C'est-à-dire des gens pas déprimés, pas avec un trouble de l'adaptation, mais avec une façon mélancolique de voir la vie et de vivre sans arrêt. Expérience bizarre, ça c'est pour dire schizotypique. Mais enfin, c'est pas schizotypique. C'est des gens, vous voyez, on peut dire que il y a des gens qui sont un peu bizarres, quoi. Et puis hypomanie. Bon. Alors, là, on a fait le NeoPI3, le TCI, le MMPI. Donc, les Big Five, le tempérament et le caractère, et la personnalité sous l'angle de... qui fricote un peu avec les dimensions psychopathologiques. Donc ça, c'est le cœur de ce qui constitue l'approche scientifique classique de la personnalité. Alors ok, mais il y a deux trucs, c'est que ça marche pas tellement. Ça veut dire quoi, ça marche pas tellement? Ben, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas toujours pareil. Vous voyez, alors tout à l'heure, c'est-à-dire que
je suis consciencieux, d'accord, consciencieux, mais en fait, il y a des gens qui sont consciencieux. Par exemple, il y a plein de médecins qui sont consciencieux juste dans leur boulot, mais pas chez eux. J'en connais plein. Donc, on ne peut pas dire que c'est un trait de personnalité. Vous voyez, ça dépend du contexte, en fait. Et ça, pour les cliniciens, c'est une évidence. C'est une évidence, en fait. Les gens ne sont jamais homogènes, quoi. Ils répondent à des contextes, à des situations. Et les réponses pathologiques, elles sont rarement toujours pathologiques. Elles sont pathologiques beaucoup dans certaines situations. Et donc, du coup, oui, c'est pour ça que ça marche un peu, mais pas beaucoup. Ça marche statistiquement, en moyenne. Donc, ça marche moyen, et en plus, c'est pas à la mode. Qu'est-ce qui est à la mode? Les sciences cognitives. C'est pas les questionnaires où on coche des cases pour savoir comment on est dans la vie. Ça fait old school, ça. Donc, du coup, la personnalité classique, c'est très scientifique, hyper étudié, mais ça fait raplapla. Alors, les collectivistes, bien sûr, ont essayé de grignoter le morceau. Et c'est vrai que, plutôt que de dire que la personnalité se définit par le fait qu'il y a des mots qui décrivent les gens, etc., eh bien, on pourrait dire que il y a des typologies de personnalité cognitives. C'est-à-dire des façons particulières de traiter l'information qui nous différencient les uns des autres. Hein? Et alors, d'ailleurs, ces mêmes psychologues ont dit, ok, mais revenons au début. Qu'est-ce qui différencie, alors sur un plan psychologique, pas sur un plan physique, qu'est-ce qui fait que nous sommes différents les uns des autres? Eh ben, ils se disent, ben, quand même, l'intelligence. Alors là, ça, c'est vrai que c'est quand même un problème de la psychologie différentielle. Quand même, le QI détermine nos réactions dans la vie. Enfin, c'est une évidence. Hein. C'est un facteur. Alors, je ne dis pas que ça explique. Alors, on sent bien que ce n'est pas la même chose que l'océan. Mais ça prédit aussi. Alors, pourquoi on se prive de ça? Alors, ils disent, l'intelligence. Alors, les deux, ils disent la stratégie. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des schémas stratégiques différents. Alors, ils disent ça, mais oui, mais ça, c'est trop compliqué, c'est trop profond, c'est difficile à étudier. On va mettre la stratégie de côté, c'est autre chose. Alors, ils disent, oui, il y a la personnalité des Big Five. OK, d'accord, on vous garde ça. Mais il y a aussi des styles cognitifs. Des styles cognitifs. Et du coup, ils ont étudié des styles cognitifs. Alors, le premier... et que le plus largement étudié, c'est la dépendance au champ. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en fait, quand vous leur montrez quelque chose de compliqué, ils vont tout de suite se focaliser sur des éléments de ce quelque chose et ils vont oublier tout ce qu'il y a autour. Ils sont indépendants du champ. Et il y a des gens, par contre, eux, ils ne peuvent voir que tout. Ils ne voient pas les détails et ils voient l'entourage, tout, et voilà. Et ce sont deux modalités, c'est une typologie de fonctionnement cognitif, alors qui a été étudiée avec un paradigme ultra simple, mais comme le savent le faire les cognitivistes, c'est on donne à quelqu'un un petit bâton lumineux, c'est dans une pièce obscure, donc il a un petit bâton lumineux, et puis il a en face de lui un cadre. Il est debout. Vous êtes debout, vous avez un bâton lumineux, et puis il y a un cadre lumineux aussi devant vous. Et en fait, ce cadre, il est un tout petit peu incliné. Et donc, on va demander à la personne de mettre son bâton lumineux vertical. Et vous avez des gens qui mettent le bâton vertical en fonction de leur perception physiologique de la verticalité. Vous voyez, on se sent vertical quand on est debout. Et donc, ils vont mettre leur bâton comme ça. Et puis, vous en avez d'autres qui voient le cadre mais qui est vertical, mais qui est un tout petit peu incliné, et ils vont incliner un tout petit peu le bâton comme le cadre. Et donc, on arrive à discriminer comme ça, et on peut faire... Est-ce que les bons en maths sont plutôt comme ça? Est-ce que les autistes sont plus comme ça? Et donc, effectivement, être bon en maths, c'est plutôt lié à indépendant. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça.
je ne suis pas d'accord avec ça. Il se trouve que c'est un domaine que je connais pas mal, et je pense que c'est plus compliqué que ça. Vous avez des matheux qui sont très forts et qui, justement, ont horreur de faire des démonstrations, ça les fait chier, ils savent pas faire ça. Ce qu'ils veulent, eux, c'est planer complètement dans une espèce de monde où il y a que des maths, qui est complètement imaginaire, et donc eux, ils ont une dépendance au champ considérable. Mais c'est des chercheurs. Donc là, c'est plutôt les maths qu'on fait au collège, quoi. C'est-à-dire le calcul, des petites équations et des trucs comme ça. Et donc les gens qui aiment les maths seraient plutôt indépendants au champ, et les autistes seraient plutôt indépendants au champ. Et pendant un temps, on disait l'autisme, c'est l'indépendance au champ. Vous voyez, c'est l'absence de prise en compte du contexte. Bien sûr, c'est pas ça. Mais c'est pas parce que ça explique 3% de la variance que ça fait la maladie. Mais enfin, en tout cas, ça a été dit pendant un temps. Donc, dépendance, indépendance au champ, très étudié depuis les années 50. Alors, ça explique, mais ça explique un tout petit peu. Verbalisation, visualisation. Oui. Pour cette dépendance au champ, là, le paradigme expérimental que vous donnez Oui. est visuel. Oui. Est-ce qu'une personne donnée, ça va être stable si c'est aussi bien Oui. visuel qu'auditif? Oui, alors... Est-ce que c'est vraiment constant d'une période à l'autre Très bonne question. Ça a été hyper étudié. Ça marche un peu, mais moyennement. Ça a été étudié aussi en fonction des cultures, où on dit que les Asiatiques seraient plus dépendants au champ, nous on est plus indépendants au champ. Enfin, il y a une espèce, comme ça vient des années 50, il y a une espèce de littérature, alors à moitié sérieuse, c'est une littérature scientifique, mais avec plein d'arrière-pensées derrière qui sont, enfin, je veux dire, c'est surinterprété. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, verbalisation, visualisation, c'est vrai. Vous avez des gens qui préfèrent les schémas, vous avez des gens qui préfèrent les explications écrites. Et là aussi, c'est vrai, mais ça n'explique pas beaucoup de variance. Alors, là, vous avez un truc que j'adore, c'est tolérance à l'ambiguïté, besoin de clôture cognitive. C'est-à-dire que vous avez des gens qui aiment bien quand c'est flou. Vous voyez, quand il y a ça, je t'aime, je te déteste, mais c'est les deux, c'est pas grave, voilà, enfin, tout est compliqué, mais c'est cool que tout soit compliqué, voilà. Et vous avez des gens, clôture cognitive, c'est-à-dire, il faut que les choses soient blanches ou noires, voilà, c'est comme ça. Et quand c'est flou, il y a un loup. Et quand même, en psy, on a ça chez nos collègues. C'est vraiment extraordinaire. Et globalement, les psychanalystes ont un niveau de tolérance à l'ambiguïté extrêmement élevé. C'est-à-dire, ils aiment vraiment quand c'est compliqué. Quand c'est simple, c'est un truc de débile, quoi. C'est pour ça qu'ils disent les TCC, c'est débile, parce que c'est simple, en fait. Il y a un schéma, voilà, alors que c'est pas simple. Hein. Mais vous voyez, le paradigme est simple, donc si c'est simple, ça veut dire que c'est bête. Et puis réciproquement, les autres considèrent que qu'est-ce que c'est que ce bordel de psychanalyse où on ne comprend rien, où ils racontent tout, ils sont contraires en permanence, ils ne sont pas d'accord, etc. C'est n'importe quoi. Donc, peut-être que scientifiquement, enfin, on pourrait discuter de tout ça, mais en tout cas, vraiment, pour m'intéresser à ça depuis des années, vraiment, il y a des profils de personnalité qui font qu'ils ne s'entendent pas mutuellement. Ce n'est pas qu'un problème épistémologique. Et c'est là qu'on retrouve Locke. Vous vous souvenez ce que je vous disais tout à l'heure, de Locke qui disait « Ah, il y a les empiristes et les rationalistes, etc. Ils ne s'entendent pas. » Eh bien, il avait eu l'intuition qu'il y avait des schémas cognitifs, des types cognitifs, des styles cognitifs qui existent chez tout le monde et en particulier chez les savants. Et que ça explique beaucoup de choses sur... Il y a des discours anti-psychanalytiques, alors, qui ne s'expliquent pas que pour ça, mais qui s'expliquent comme ça. C'est-à-dire... Vous racontez n'importe quoi. Mais en fait, non, c'est pas... Alors peut-être que c'est n'importe quoi, mais c'est surtout que tu n'es pas capable cognitivement de comprendre ce qu'on dit. Vous voyez, il y a au moins ça. Et du coup, c'est quand même un vrai sujet dans notre discipline, qu'on ne soit pas tous capables de se comprendre mutuellement à cause de styles cognitifs, quoi. Donc il faut faire... Alors, heureusement, là aussi, ça n'explique qu'un petit peu de la variance. C'est-à-dire qu'on peut faire un effort pour se comprendre quand même. Alors voilà, ça c'était la personnalité vue par les cognitivistes, c'est intéressant, ça ne sert pas à grand-chose.
Ça ne sert pas à grand-chose. Oui, c'est intéressant intellectuellement, on discute, mais pour s'occuper des patients, la dépendance au chant et l'autisme, ça n'a servi à rien. C'est pas comme ça qu'on va faire un soutien psychologique à des patients autistes. C'est pas ça. Alors, du coup, comment on fait? Eh ben, en fait, on va faire ce que les cliniciens ont fait. C'est-à-dire que eux, ils ont développé une autre façon de voir et de décrire les personnalités, et c'est pas très scientifique. Alors, est-ce que ça l'est un peu quand même? Est-ce que c'est différent d'Hippocrate? Je pense quand même que c'est différent d'Hippocrate. Pourquoi? Parce que ça repose sur des milliers de cliniciens qui ont vu des centaines de milliers de patients. Alors, c'est pas de la science au sens où il n'y a pas de protocole, vous voyez, mais cette expérience clinique qu'ils ont accumulée et qui leur font dire que s'ils décrivent les personnalités comme ça, ça leur est utile pour faire leur thérapie, c'est pas scientifique, mais je respecte quand même. Vous voyez, hein, c'est pas scientifique, mais c'est pas de la métaphysique non plus. C'est de l'expérience clinique. Et ça, avec la HAS, on a un peu de mal à leur faire comprendre que dans la vie, il y a autre chose que la métaphysique et la science, quoi. Il y a un truc au milieu où on est bien obligé de soigner des patients et il n'y a pas de la science partout, quoi. Et d'ailleurs, vous savez hein, que papier BMJ et EBM, la discipline médicale, la spécialité médicale qui est la plus EBM, c'est la médecine générale, que 50% des décisions prises en médecine générale relèvent d'un niveau de preuve bas, 17% d'un niveau de preuve élevé qui correspond à des essais randomisés. Donc quand on entend partout ce que vous faites, c'est pas évalué, il faut que ça soit evidence-based, etc. On dit d'accord, alors la kiné, on dérembourse, l'orthophonie, on dérembourse, la moitié des décisions des généralistes, on dérembourse. Quand on parle de science jusqu'au bout. Donc oui, il y a de la science en médecine, mais il y a beaucoup d'endroits où il n'y en a pas. Et si vous exercez, vous devez bien vous rendre compte que par moment, vous prenez des décisions. Quel antidépresseur? Est-ce qu'un antidépresseur, ça marche chez un adolescent? J'attends la réponse. Hein. Et pourtant, c'est simple comme question. Hein. Faut-il prescrire du tertian à un patient pédopsychiatrique? J'attends la réponse aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a quand même, je pense que c'est important pour vous, et dans le cadre là, pour la personnalité, il y a des cliniciens qui ont développé des modèles de personnalité, et ça leur sert pour leur pratique clinique. Alors, ils disent, en fait, tout ça, ça va pas. Alors là, je prends quand même le courant TCC au sens très large. Après, on fera le courant psychanalytique. Le courant TCC qui a le plus opérationnalisé ça. Ils disent, voilà, en fait, les traits de personnalité classique, ça suffit pas du tout. Il y a les besoins, les schémas cognitifs et les traits de personnalité. Alors, les besoins, en fait, oui, alors, un attachement sécure, etc., un besoin de soutien social, un besoin d'avoir, d'être dans une stabilité émotionnelle, etc. Les humains ont des besoins. Et en fait, dans la vie, ils s'organisent, leur fonctionnement psychique doit conduire à ce que leurs besoins soient satisfaits. Et ces besoins vont être d'autant plus satisfaits qu'ils vont avoir des schémas cognitifs opérationnels et que leurs traits de personnalité sont aussi compatibles avec leurs besoins. Vous voyez? Donc ça ne veut pas dire que les traits sont universellement utiles ou pas utiles. C'est en fonction des besoins, et on peut avoir des besoins spécifiques les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on a pu avoir dans notre enfance, avoir été dans un environnement pour lequel il n'y a plus de besoins. Par exemple, on a eu un attachement sécure, donc on se sent bien par rapport à ça dans notre relation à autrui. C'est des relations sécures. Et puis, par contre, il y a d'autres points de... Peut-être qu'on peut avoir néanmoins une fragilité émotionnelle liée au fait qu'on a été traumatisé par quelque chose, bien qu'on ait eu un attachement sécure. Donc nos besoins ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, du coup, certains traits de personnalité, pour des sujets différents, peuvent être utiles ou pas utiles, ou moins utiles.
Et c'est tout ça qui va être intriqué. Alors les schémas cognitifs, on va avoir plusieurs façons de considérer ce que sont ces besoins et ces schémas cognitifs. Plusieurs approches issues de certains courants de thérapie. Alors, l'attachement a été le premier. C'est que, donc vous connaissez la théorie de l'attachement, c'est-à-dire que, alors justement, c'est bien d'en parler. Historiquement, alors bien sûr, c'est toujours les mères qui sont au premier plan, c'est d'une casserole qu'on se traîne dans la psychopathologie. On va dire que la mère, c'est un personnage conceptuel, c'est-à-dire c'est un autrui important. En tout cas, pour un enfant, il a en général, vous savez que le petit humain, il y a une néoténie, c'est-à-dire on est prématuré, et que du coup, les personnes avec lesquelles on est la première année de vie ont une importance considérable pour la construction de nous-mêmes. Et du coup, si vous êtes, donc je prends la mère comme personnage conceptuel, si vous avez une mère qui, quand vous n'êtes pas bien, parce que le petit humain a faim, a mal, a son tube digestif, donc il se met à pleurer. Si chaque fois que je pleure suffisamment, ma mère vient et me prend dans ses bras avec son odeur, avec sa chaleur, etc., me parle doucement, eh bien, je vais me construire dans la vie de la façon suivante, c'est que quand ça va mal, en fait, je sais qu'on va s'occuper de moi. Il y a une très belle chanson des Beatles, Let It Be. Vous connaissez Let It Be, hein? C'est très intéressant sur un plan psychologique. Hein. Quand je me trouve dans des temps, when I am in time of trouble, quand je me trouve dans des moments où je suis troublé, alors ma mère, Marie, vient me voir et me dit « Let it be », laisse tomber, vous voyez. C'est la construction d'un attachement sécure. Et c'est Paul McCartney dit ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, sa mère infirmière est morte alors qu'il avait 7 ou 8 ans d'un cancer du sein. Et donc vous voyez comment c'est compliqué, comment on peut exprimer son attachement en fonction de ce qu'il a vécu là et qui est forcément interroge sur son rapport à une figure d'attachement. Tout ça, bon, c'était une parenthèse. Alors, vous avez après l'attachement anxieux ambivalent. Donc, c'est, en fait, j'ai une mère qui vient, mais en fait, elle a une réaction qui n'est pas appropriée. C'est-à-dire que, elle va me prendre dans ses bras, mais elle va me secouer parce qu'elle a peur, se demande pourquoi je crie, et donc je vais sentir sa peur à travers, je vais avoir encore plus peur et encore plus mal à partir de l'état de ce qu'elle est. Et donc du coup, plus tard dans ma vie, quand je vais pas aller bien, quand je vais me sentir pas bien, en fait, ça va être mon autrui. Et donc, en général, c'est la personne avec laquelle je vis, elle va arriver, je vais avoir peur qu'en fait, ça fasse encore pire dans ce que je vais vivre. Et donc, du coup, je ne lui fais pas confiance et je vais l'engueuler. Donc, je vais mal, je ne me sens pas bien, l'autre arrive pour s'occuper de moi, je vais l'engueuler, justement. Parce que je reproduis ce que j'ai vécu. Alors, est-ce que c'est scientifique ? Ça a été testé. On a mis des enfants en situation d'éloignement, oui, des enfants de 1 an, on les met dans une pièce et la mère s'en va et on les filme pour savoir comment ils sont quand elle s'en va et comment ils sont quand elle revient. Donc l'attachement sécure, il pleure, elle revient, il est calme. L'attachement anxieux ambivalent, il pleure, quand elle revient, il est content mais il se fâche, il l'engueule. Et après, on a montré que les gens qui avaient un attachement de cette façon le reproduisaient dans leurs relations avec leurs partenaires quand ils étaient plus âgés. Du coup, ça fait quelque chose sur lequel, vous voyez, un thérapeute peut s'ancrer. C'est-à-dire, vous venez me voir parce que votre vie est pourrie. Votre vie est pourrie, pourquoi ? Je me rends compte que je m'engueule sans arrêt et que du coup, j'ai des ruptures sans arrêt avec mes partenaires. On va essayer de reconstruire tout ça et de se rendre compte que, en fait, voilà, et ça permet à l'individu de se reconstruire. Donc, cette façon de penser la personnalité est une pensée, vous voyez, qui peut avoir un impact direct sur une prise en charge. Alors, vous avez appris l'attachement désorganisé ou anxieux évitant.
Alors là, c'est où, en fait, le prototype, c'est je vais pas bien et en fait, ou ma mère ne revient pas du tout, ou alors elle fait autre chose. Et donc, en fait, il faut que je me débrouille tout seul. Et donc, oui, je suis. Alors, quand je suis seul, finalement, ça fait ou des gens. Eh ben, quand j'ai un problème, je me démerde tout seul. Je vais pas bien, mais je peux pas faire confiance aux autres parce que les autres ne viendront pas m'aider. C'est prototypique, hein. C'est prototypique, mais c'est la théorie de l'attachement et c'est utilisé par des thérapeutes. Alors, de façon beaucoup plus récente, vous avez la thérapie des schémas. Alors ça, c'est très intéressant. Donc c'est une thérapie cognitivo-comportementale de 3e génération qui se base exactement là-dessus, sur besoin, schéma, trait. Donc vous avez, alors ils définissent les besoins du sujet, sécurité, liberté, sentiment de compétence, spontanéité, contrôle de soi. Alors vous voyez, c'est un postulat, c'est pas scientifique, hein. C'est un postulat de thérapeute. Un être humain a des besoins. Alors sécurité, on retrouve l'attachement, liberté, l'agentivité. C'est un truc, pour beaucoup de thérapeutes, l'objectif d'une thérapie, c'est de permettre aux gens d'avoir plus d'agentivité, c'est-à-dire d'avoir plus de possibilités dans leur existence. Sentiment de compétence, estime de soi, c'est un besoin. Spontanéité, bon, d'accord, c'est vrai. C'est vrai que pas être spontané dans la vie, c'est pas cool. Je suis d'accord. Contrôle de soi-même, d'accord. Il faut, dans notre société, quand on n'a pas le contrôle de soi-même, on est en problème. Alors, donc, les enfants ont ces besoins et en fonction de leur développement, eh bien, en fait, ces besoins vont être partiellement remplis. Et du coup, eh bien, on va avoir des schémas cognitifs qui vont correspondre au fait que tous ces besoins que j'ai dans la vie, certains vont pas être remplis. Et comme c'est pas rempli, je vais avoir un certain niveau de souffrance parce que c'est pas rempli. Et donc, enfant, petit, moyen et adolescent, je me suis organisé pour avoir des stratégies de réponse à ces besoins qui n'ont pas été remplis. Et ces stratégies de réponse, je vais les garder plus tard quand je suis adulte. Et donc, je vais reproduire dans ma vie d'adulte le fait que j'ai dû gérer des vides, des choses qui n'ont pas marché dans mon enfance, et le thérapeute va essayer, donc du coup, en parlant avec vous, d'essayer de voir les schémas qui dysfonctionnent, de les rattacher à ce qui s'est passé dans votre enfance et de vous reconstruire. Vous voyez, on est proche quelque part d'une certaine forme de personnalité, sauf que c'est plus du tout la personnalité des Big Five. C'est une personnalité dynamique. C'est comment je suis singulièrement dans ma vie par rapport aux autres, mais en fonction de la façon dont je me suis construit, dont je m'organise, et du coup, dont ça a comme conséquence le fait que j'ai tel ou tel comportement dans ma vie actuelle. Alors, il y a des essais randomisés qui évaluent ça, hein, et qui ont... tout ça semble assez fonctionner. En fait, ce qui est drôle, c'est que les psychanalystes font la même chose. C'est que, et c'est là-dessus qu'on va conclure, après on pourra discuter tous ensemble. En fait, quand on regarde... Alors aujourd'hui, il n'y a pas une psychanalyse, il y a des psychanalyses, et il n'y a pas une thérapie psychanalytique, il y en a des brouettes considérables. Il faut, peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant, mais enfin, sur la planète, les psychanalystes en 2025, il y en a plein qui ont foutu à la poubelle la moitié du corpus freudien. Donc, il faut être cool avec la psychanalyse. C'est pas une religion, c'est pas
les tables de la loi. Hein. Il y a des trucs que Freud a dit qui sont très vraisemblablement corrects, et il y a des trucs que les gens n'achètent pas. Mais même depuis toujours. Hein. La pulsion de mort, par exemple, c'est très discuté depuis toujours. L'identification projective, c'est très discuté. Alors, l'Oedipe. Il y a plein de psychanalystes qui considèrent que l'Oedipe, c'est du baratin. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En pédopsychiatrie, quand même, ça se voit, quoi. On voit vous voyez, la reviviscence du conflit oedipien à l'adolescence, quand même, ça marche bien. Ça marche, ça veut dire que ça donne du sens dans la relation thérapeutique. C'est qu'on comprend des choses. Pourquoi un adolescent supporte plus ses parents? Enfin, c'est une évidence. Hein. Un enfant de 9 ans, on lui fait la bise, on le câline, ça pose pas de problème. Un enfant de 13 ans, si vous lui faites la bise, vous le câlinez, enfin non, c'est horrible, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, c'est juste... Et les parents, ils comprennent pas. Mais pourquoi, il y a 3 ans, je te faisais ça, maintenant, je peux plus? Bah oui. Parce que parce que j'ai un accès à la sexualité, donc il y a une reviviscence de ce que j'ai vécu avant, et donc du coup, en même temps, j'ai une prohibition de l'inceste, et en même temps, j'ai un désir sexuel pour toi. Et donc du coup, c'est juste insupportable, donc je t'envoie chier. Et quand même, vous voyez, avec peu de mots, ça explique quand même beaucoup de choses. Donc c'est peut-être faux, oui, c'est peut-être faux, mais avec peu de mots, ça explique beaucoup de choses. Donc ça permet de faire de la clinique. Alors, pareil, personnalité. Alors là aussi, vous savez, il y a les stades de développement, oral, anal, génital, etc. Alors, tout ça aussi, c'est balancé à la poubelle. Alors que ça permettait d'avoir, vous voyez, le stade anal, ça faisait un peu personnalité obsessionnelle. Vous voyez, les gens qui retiennent tout, qui sont avares, etc. Vous voyez, c'était... Alors, tout ça n'a bien sûr aucune valeur scientifique. Est-ce que c'est complètement faux ? Moi, je trouve que parfois, c'est un peu vrai quand même. Hein. Je trouve que... D'ailleurs, quand même, quand on dit l'argent n'a pas d'odeur, enfin, les gens radins, quand même, c'est des gens un peu qui... Enfin, moi, je trouve quand même que, en termes de personnalité, ça me parle... Vous voyez, l'oralité, par exemple, j'avais un collègue, prof de biostat, qui était obèse, ses disques durs étaient toujours remplis. Il fallait que ces disques durs soient remplis. Alors je lui dis, mais t'es informaticien, enfin, un disque dur qui est rempli, vous voyez, il faut le défragmenter, enfin ça marche mal quand c'est rempli un disque dur. Je dis, mais ah non, c'est fait exprès pour que ça soit rempli. On voyait que c'était un trait de personnalité. Il fallait que tout soit rempli tout le temps, tout soit rempli, tout soit rempli. Bon, alors, c'est pas scientifique. C'est pas scientifique. Moi, ça me parle. Un peu. Voilà, ça me parle un peu. Alors, néanmoins, ce qui est plus solide chez les psychanalystes, c'est la relation d'objet. Alors, ça non plus, c'est pas scientifique. Ça a même été démonté partiellement par les recherches en sciences cognitives chez le tout petit. Vous savez qu'on disait que le nouveau-né a une indifférenciation de lui et de sa mère. Hein, Mélanie Klein et tout ça. Hein. Alors ça, c'est faux factuellement. C'est faux, on arrive à montrer, même in utero, on arrive à montrer que des jumeaux, quand un jumeau se touche ou touche son jumeau, en fait, c'est pas pareil ce qui se passe dans sa tête. Donc déjà, il y a une perception de soi, et pareil avec sa mère, en fait, avec des... Mais ça veut pas dire... Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'indifférenciation totale, mais ça veut pas dire qu'il a un moi constitué. Vous voyez, il y a une différence quand même. Donc oui, il y a une différenciation quelque part. En fait, il suffit d'avoir eu un nouveau-né ou d'en avoir observé. Enfin, quand même, le soi d'un enfant de quelques jours, c'est compliqué. Hein. Enfin, on y comprend. De toute façon, c'est très difficile de faire des expériences. Mais enfin, en tout cas, ce que l'on ressent à travers lui, c'est quand même sacrément compliqué. Donc, en tout cas, progressivement, chez l'enfant, on voit que sa mère devient quelque chose, alors sa mère ou son père, enfin en tout cas celui qui le nourrit, devient quelque chose. L'odeur de cette personne devient quelque chose. Le sein ou le biberon devient quelque chose. Et donc il y a chez les psychanalystes la notion d'objet, c'est-à-dire que chez le tout petit, en fait, il est là et autour de lui, il y a des objets. Le sein est un objet, l'odeur de la personne est un objet.
et qu'au début, ces objets sont différents, et que progressivement, ils vont s'unifier dans la même personne. Mais pas toujours. Il peut y avoir des séquelles de ça. Et donc, il y a l'objet partiel, l'objet global, etc. Et on peut avoir une bonne ou une mauvaise relation avec ces objets. Et on va retrouver l'attachement, peut-être que la tétée n'était pas bien, et à cause de la néoténie, ça va laisser des traces très profondes en vous, et ça va conduire à des schémas comportementaux dans votre vie après. Et vous voyez, c'est quasiment comme la thérapie des schémas. C'est quasiment comme la thérapie des schémas, sauf que les schémas ne sont pas conceptualisés de la même façon. La personnalité, quelque part, n'est pas opérationnalisée de la même façon. Et alors ils disent, les gens de la thérapie des schémas disent « Ah non, non, nous on n'est pas des psychanalystes, parce que nous on ne fait pas la neutralité bienveillante et l'attention flottante, etc. » En fait, les psychanalystes font plus ça. Enfin, c'est bien sûr que les psychanalystes, aujourd'hui, dans la thérapie psychanalytique, ils interviennent, enfin, ils parlent. Enfin, c'est plus allongé sur un divan, on écoute, et puis voilà. Enfin, la plupart des thérapies psychodynamiques, c'est actif, quoi. Donc on est... Et donc alors, que conclure de ça? Ce que je vous disais au début, la personnalité, sur un plan scientifique, c'est foireux. Vous voyez un peu l'espèce de bazar que c'est, avec une histoire, les Big Five, le MMPI, voilà, c'est historique, c'est très fort. Les psychologues, tous les psychologues dans vos services connaissent le NéoPI3 et les Big Five, hein, tous. C'est un truc très fort, c'est identitaire, très fort. Hein. Est-ce que ça nous sert à nous? Pas trop, c'est intellectuellement intéressant, c'est pas très utile. Alors après, faut dépasser ça, c'est sûr, faut le dépasser, et les cliniciens, les psychologues, les thérapeutes ont dépassé cette vision historique de la personnalité en la mettant dans une vision dynamique. Alors, besoin, schéma cognitif, trait, mais c'est marrant parce que pour les psychanalystes, c'est pas besoin, c'est motivation. C'est drôle, hein? Finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Vos besoins ou ce qui vous motive? Vous voyez, dans la thérapie des schémas, on va travailler sur oui, les besoins qui ne sont pas satisfaits, etc., ou qui vous ont structuré. Un psychanalyste, lui, par contre, ce qui vous intéresse, c'est ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Mais or, forcément, ce n'est pas indépendant. Ce qui nous motive, c'est nos besoins. Et puis ce qui est quand même drôle, c'est que dans les besoins de la thérapie des schémas, il n'y a pas la sexualité. Alors bien sûr, c'est l'infantile. Enfin, quand même. Vous voyez, comme les TCC, ils coincent avec le sexe. Hein. Ils coincent avec. C'est une collègue qui est formatrice en TCC qui le reconnaît elle-même, qui me dit ça pour rigoler. Quand même, on fait tout bien, mais il nous manque un truc, c'est le sexe. Hein. Donc, vous voyez comme, en fait, l'opérationnalisation, dans ce qui fait qu'on est différents les uns des autres, il y a quelque chose d'infantile. Alors, il y a de la génétique, ça c'est évident, on a un cerveau, il a été construit in utero avec des gènes, on est différent dans notre cerveau, et ça, les données, là, ça, la science le montre de façon indubitable. C'est pas énorme, mais ça existe. Après, il y a nos premières expériences de vie qui vont faire que, après, dans la vie, on va avoir des réactions différentes en fonction des événements que l'on rencontre. Et ça a échappé à la vision classique de la personnalité. Et ça, vous voyez, les thérapeutes, ils sont obligés d'avoir ça pour travailler. Enfin, j'ai l'impression. Après, vous avez des schémas cognitifs, c'est-à-dire que ce n'est pas que des traits, la personnalité, c'est aussi des schémas qui fait que dans telle situation, vous faites comme ça, dans telle situation, vous faites comme ça, etc. Vous voyez, c'est plus compliqué. Et puis, quand même, il y a des traits, quand même, le fait d'être consciencieux, d'être extroverti, tout ça, ça existe et ça participe à la construction de la personnalité. Et donc, je reviens à mon teasing que j'avais fait tout à l'heure. Mais du coup, est-ce que l'autisme, c'est une personnalité ou pas? Alors, il y a des besoins dans l'autisme. Enfin, tous les besoins,
besoin affectif, on a un besoin d'être en lien avec les autres, on a un besoin de comprendre la société dans laquelle on vit, on a un besoin de sécurité par rapport à notre environnement. Ben, les autistes, ils ont des problèmes avec tous ces besoins, hein, besoin de sécurité. Enfin, pour eux, l'environnement est un truc complètement difficilement prévisible. Et autrui est quand même difficilement compréhensible aussi. Donc ils ont des besoins remplis, ils ont des besoins pas remplis. Il y a des schémas cognitifs, ben, ils ont des schémas cognitifs différents, dont certains sont performants, même parfois surperformants, et d'autres ben, moins performants. Et puis, ben, ils ont aussi des traits de personnalité, avec ben, effectivement de l'introversion et des choses comme ça. Donc, si on considère de l'autisme pas sous l'angle d'une maladie, mais sous l'angle d'une différence, je suis un sujet différent dans ce que je suis dans la vie, ben moi je ne vois pas pourquoi l'autisme, le spectre le moins sévère, le moins profond du TSA, je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas que c'est une personnalité différente. Et donc, encore une fois, ben, il faut... C'est un profil d'ouverture. Dans notre métier, il faut être ouvert. Il faut accepter que ben, les paradigmes qu'on utilise pour décrire nos patients sont quand même très préconstruits en fonction des idées reçues qu'on a sur nos représentations des humains. Et qu'il ne faut pas hésiter à casser les codes, et surtout à votre âge, hein, et à dire que finalement, ce qu'on vous propose, ben, ça ne vous colle pas avec votre vision, votre représentation des choses. Hein. Voilà, ben écoutez, il nous reste 3 petits quarts d'heure pour échanger, si j'ai bien compris, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc,